Merci d'être avec nous sur RCJ pour cette émission spéciale. J'aurai le plaisir d'être accompagnée de Laurence Goldman. Bonjour Laurence. Et nos invités que je vais vous présenter dans quelques instants. Tout d'abord, il me charge d'excuser un des invités qui devait être là ce matin. Maître Serge Klarsfeld devait être avec nous. Et puis Béate, son épouse, nous a appelé il y a une petite heure pour nous dire qu'il était très très fatigué. Il avait un déplacement hier un peu lointain. Et voilà, il se sentait vraiment trop fatigué ce matin pour être avec nous. Donc évidemment, on lui souhaite une meilleure santé et on le retrouvera à d'autres occasions sur cette antenne. Et une émission, vous allez le voir, avec des invités tout à fait exceptionnels. Nous sommes en compagnie de l'historienne Annette Viviorca. Annette, bonjour. Annette qui est en ligne avec nous dans quelques instants. Et nous sommes également en compagnie de Marc Nobel, chercheur au CRIF. Bonjour Marc. Et c'est vrai que dès qu'il est question d'antisémitisme, eh bien voilà, on trouve Marc Nobel pas très loin. Vous avez beaucoup travaillé, vous travaillez beaucoup sur le sujet, à la fois sur les nouveaux aussi antisémites et tout ce qui se passe sur Internet. Et puis évidemment également, puisque le CRIF a également publié une étude là-dessus. C'est Pierre-André Taguieff qui avait publié cette étude qui s'intitulait « Céline contre les Juifs ou l'école de la haine ». Ça a été publié très récemment, le mois dernier, dans la collection des études du CRIF. Et puis à nos côtés également, Alexandre Vesperini. Bonjour. Bonjour. Vous êtes conseiller de Paris, conseiller Les Constructifs. Alors on va rappeler Les Constructifs, c'est ceux qui étaient à droite, mais qui soutiennent Emmanuel Macron, grosso modo. Oui, c'est bon. C'est bon, ça vous va comme ça. Et vous êtes à l'origine du vœu qui, eh bien, souhaiterait, ce vœu que vous avez déposé, souhaiterait débaptiser la rue Alain. Vous allez nous expliquer pourquoi, vous allez expliquer comment ça peut se passer ou comment ça peut ne pas se passer. Laurence Goldman, d'abord, on va refaire un petit point. C'est vrai qu'on va parler dans cette édition à la fois de l'affaire, entre guillemets, autour de Céline, ce qui s'est passé également autour de Maurras, ce qui se passe autour d'Alain et ce qui risque de se passer aussi dans les semaines ou les mois à venir parce que, eh bien, il y a d'autres écrivains ou antisémites qui risqueraient d'être republiés. Absolument. Alors tout d'abord, il y a Céline, la fameuse affaire dont on a beaucoup parlé, qui finalement va être republiée chez Gallimard. Il s'agit bien sûr de ces 3 pamphlets antisémites. Je vais rapidement rappeler les titres. Bagatelle pour un massacre, L'école des cadavres et les beaux draps. Antoine Gallimard l'a dit le 4 mars dernier dans le JDD. Je n'ai pas renoncé à ce projet. Et puis il y a également l'écrivain et journaliste Robert Brasilia, qui était rédacteur en chef à Je suis partout, un journal férocement antisémite et collaborationniste. Il a d'ailleurs été fusillé à la Libération. L'historien Olivier Dard prévoit de publier l'un de ses livres, Notre guerre, d'ici 2 ans. Charles Maurras, vous en avez parlé, il sera publié chez Lafon dans la collection Bouquins le 19 avril prochain. Il y a également une traduction française de Mein Kampf qui se prépare chez Fayard, accompagnée, selon la maison d'édition, d'un lourd appareillage critique. Il y a également le philosophe allemand Heidegger, proche des nazis, qui sera réédité à la rentrée chez Gallimard. Enfin, le journal intime du philosophe Alain qui révèle son antisémitisme, qui vient d'être publié là au mois de mars aux éditions de l'Équateur. Donc ça fait beaucoup. Pourquoi autant d'écrivains antisémites ressortent des cartons et intéressent les grandes maisons d'édition françaises? C'est la question de cette émission. C'est une des questions effectivement de l'émission. Nous sommes à présent en ligne avec Annette Viviorca. Annette, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. D'abord, on va commencer par l'affaire Céline. Gallimard qui avait annoncé son intention de publier, puis ensuite qui a dit qu'il ne republierait pas, puis finalement qui a dit que si, il allait publier. Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous, et comment est-ce qu'on peut appréhender cette annonce et la republication des œuvres de Céline? Écoutez, je pense que beaucoup de gens se sont exprimés. Ce sont des pamphlets, ce sont des appels au meurtre. Et il semble pour le moins incongru qu'une grande maison d'édition comme Gallimard envisage de republier des écrits qui n'avaient plus été sur la place publique depuis la fin de la guerre. Donc je crois qu'il y a beaucoup de légèreté et qu'il y a en quelque sorte un peu de légèreté à penser qu'en lestant d'un appareil critique, on va finalement faire de ces œuvres des choses qui permettront d'éduquer contre l'antisémitisme. Marc Nobel, vous êtes d'accord avec Annette Viviorca? Il y a de la légèreté dans tout cela? De la légèreté, oui, pour le moins, quand on sait ce dont il est question.
dans l'école des cadavres, qui a été publié en novembre 1938, Céline écrit: on veut se débarrasser du juif, on ne veut pas s'en débarrasser. Qui veut la fin veut les moyens et pas les demi-moyens. Si vous voulez dératiser un navire, dépunaiser votre maison, vous n'allez pas dératiser à demi, dépunaiser seulement votre premier étage. Vous voyez dans l'extrait là, qui a été mis en exergue par Annick Durafour et Pierre-André Taguieff, qui ont publié un très gros volume, très conséquent, très scientifique, sur l'antisémitisme de Céline, il montre bien que Céline ne cache pas son rêve d'une élimination totale des Juifs. Ce qui lui vaut par ailleurs les compliments de Georges Montandon, le futur expert du commissariat général aux questions juives, qui sera chargé de délivrer des certificats d'arianité ou de non-arianité pour des cas soupçonneux de l'époque, et qui dira de Céline la chose suivante: ce livre magnifique, le plus virulent pamphlet que la haine et la connaissance du juif ait jamais inspiré, avait été interdit par un décret du gouvernement Daladier. Il est remis en vente aujourd'hui aux éditions de Noël. Et là, nous sommes au mois de novembre 1940. Donc, on ne s'y trompe pas quand on regarde et quand on lit Bagatelle pour un massacre, si tant est qu'on puisse le lire par ailleurs. Parce que c'est très lourd à lire, c'est très difficile à lire, c'est insupportable à lire. Nous avons là des pages ouvertes qui prônent l'extermination des Juifs, Donc, dans ces conditions, comment enseigner, déconstruire les préjugés et enseigner et vouloir lutter contre l'antisémitisme quand on donne à nourrir au lecteur des pages qui sèment la haine et la mort? Annette Viviorca et également Marc Nobel, qu'est-ce qui vous gêne précisément dans ce projet de publication de ces écrits antisémites de Céline? Est-ce que c'est le fait même... La première gêne, elle est quand même venue de la présentation. C'est-à-dire brusquement, on a vu surgir cette édition canadienne, puisque le droit d'édition est différent au Canada et en France, intitulée « Écrits polémiques ». Donc une polémique, nous sommes tous pour les polémiques, parce que c'est dans les polémiques que peuvent naître des idées, et puis nous sommes des démocrates. Mais là, Marc Nobel l'a dit, il ne s'agit pas de polémique, il s'agit de pamphlets antisémites qui appellent au meurtre. Et je rajouterai à ce qu'a dit Marc Nobel, c'est qu'en 1938, quand Bagatelle est publié, nous sommes avant la Shoah. On ne peut pas considérer de la même façon ces écrits avant la Shoah et après, quand finalement le programme d'éradication des Juifs a en partie réussi, notamment en Pologne. Donc tout ça est très gênant. Mais moi, ce qui me gêne aussi, en dehors de Céline, c'est ce sentiment que l'on a en politique, que peut-être notre époque ressemble à celle des années 30. En tant qu'historienne, j'ai beaucoup renaclé à accepter, mais on a plein de points communs avec les années 30. Oui. Et je trouve que cet engouement extrême pour les écrits de ces écrivains de talent et de dangerosité inégale, mais cet engouement indique quelque chose d'une sorte de tendance à trouver, avec toute une rhétorique éducative, soi-disant éducative, à trouver ces écrits qui, un par un, je mets Céline à part, oui. Un par un ne poserait pas de problème. La republication des décombres avec effectivement un gros appareil critique de grande qualité, des décombres de Rebattet, oui, mais peut-être qu'il faut remettre tout ça en perspective en laissant, je vous en prie, Alain de côté, et même les écrits noirs d'Heidegger de côté, parce que ce que quelqu'un écrit dans un journal intime n'a pas le caractère performatif des autres écrits. Donc Alain, je le laisserai tranquille, ça permet de voir, disons, d'éclairer sa personnalité, mais on ne va pas sonder les reins et les cœurs. Ce qui nous intéresse, nous, c'est ce qui se passe sur la place publique.
Alors justement, puisque vous parlez d'Alain, Annette Viviorca, je vais faire réagir Alexandre Vesperini, puisqu'effectivement, je l'ai redit au début d'émission, vous êtes le conseiller de Paris qui avait déposé un vœu au Conseil de Paris en ce qui concerne Alain. Peut-être d'abord rappeler en quelques mots en quoi consiste votre vœu, et puis ensuite je vous laisse échanger avec Annette Viviorca pour lui dire effectivement pourquoi vous avez fait ce vœu et pourquoi vous considérez que cette rue devait être débaptisée du nom d'Alain. Écoutez, le vœu concrètement consiste tout simplement à dire que la position d'une plaque, l'hommage à un homme, à une femme, malheureusement trop peu de femmes, seulement 5% de rues sont consacrées à des femmes dans Paris, ça doit correspondre à l'honneur de Paris, ça doit correspondre à une forme d'exemplarité. Je sais bien que tout le monde je veux pas faire la chasse à tous les écrivains, à toutes les personnalités qui ont eu des comportements, des pensées, des jugements antisémites. Moi, ce qui m'intéresse dans l'affaire Alain, c'est l'attitude pendant l'occupation, l'attitude par rapport à la montée du nazisme, le défaitisme d'Alain, parce qu'il y a aussi des prises de position publiques qu'a eu Alain. Je rappelle quand même qu'Alain, ça on le dit pas, mais est co-signataire d'un appel à la démobilisation en 1939. En 1939, il faut quand même savoir qu'il y a quand même un certain nombre c'est le cas d'une grande majorité des Français. Tout à fait. C'est le cas de la plupart des instituteurs. On peut pas raisonner comme ça sans avoir à l'esprit l'immense saignée qu'a eu la guerre de 14-18. Donc on sait aujourd'hui que ce pacifisme n'était pas la bonne attitude. Oui, mais c'est une forme de pacifisme qui a conduit à la collaboration la plus frénétique dans certains mouvements. Ou à tous ceux qui ont des phrases antisémites, on va brûler Baudelaire, on va brûler Balzac, on va brûler Dickens. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est pas Dickens ou Balzac. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'attitude pendant l'occupation. C'est ça qui m'intéresse. Écoutez, l'attitude pendant l'occupation, on la connaît. Il y a eu des études sur les opinions publiques. Et on sait très bien que l'attitude, en gros, a été une attitude de très grande indifférence. Moi, ce qui m'intéresse, il ne s'agit pas d'indifférence. Attendez, Annette, je vous laisse terminer, oui, et après je le dis à Marc Nobel, parce que je n'aimerais pas que le CRIF enfourche ce cheval-là. Ce qui m'intéresse, c'est ce que les gens expriment publiquement. C'est cela qui doit... c'est contre cela et ce type d'écrit qu'on doit lutter. Ensuite, aller rechercher les attitudes dans les années 30 et pendant l'occupation, alors là, vous allez débaptiser beaucoup de rues et déshonorer beaucoup de personnes. Mais c'est un journal alors, Alexandre Vesperini va vous répondre et ensuite Marc Nobel. C'est un journal qui avait vocation à être publié, puisque Alain le dit lui-même, nous verrons bien ce que donnera la publication de ses écrits. Voilà. Donc moi je suis désolé, c'est un ouvrage qui a mis beaucoup de temps à être publié, et probablement d'ailleurs à raison, parce qu'on devait probablement sentir que les conséquences que ça allait avoir. Moi, j'ai lu ce journal, j'ai lu également l'essai de Michel Onfray. Il y a des propos qui, naturellement, ne correspondent évidemment pas à l'obsession de l'élimination méthodique des Juifs. Bien évidemment, je suis d'accord avec vous. Mais il y a quand même des propos qui ne sont pas vraiment soutenables, notamment quand il parle d'Einstein. Attendez, si vous parlez les deux en même temps, on va pas y arriver. Notamment quand il parle de Bergson. Parce que ça nous éclaire. Annette, oui. Alors là, pour l'heure, ça éclaire ceux qui s'intéressent à Alain, mais commencer ce genre de choses, ça me semble être, d'une part, ça me semble être extrêmement contre-productif sur le plan politique. Alors à ce moment-là, vous pouvez aussi débaptiser la place Simone de Beauvoir et Jean-Paul Sartre pendant que vous y êtes. C'est-à-dire qu'on peut trouver chez chacun des attitudes, des propos, des phrases, des propos publics, oui, des propos publics, qui nous semblent regrettables. Mais nous ne sommes pas là pour redresser l'histoire. Nous sommes là pour être justes et pour préserver le présent. Donc je ne suis pas sûr que de débaptiser la rue Alain, ce soit quelque chose qui préserve le présent. Alors, on va y revenir, on va redonner la parole ensuite à Alexandre Vesperini. Question de Laurence Goldman. Oui, Marc Nobel, est-ce que le CRIF a une position sur cette affaire Alain? Est-ce que vous avez réfléchi au sujet? Est-ce qu'il faut débaptiser la rue Alain qui est située dans le 14e arrondissement sur la base de ce journal intime qui vient d'être publié? Et plus largement, est-ce que ça nous montre pas finalement qu'une partie, et je pose aussi la question à Annette Viviorca, qu'une partie de l'élite intellectuelle française des années 30 et avait une part d'antisémitisme, et est-ce que c'est pas cette vérité-là qu'il faut affronter aujourd'hui et dont il faut parler finalement, sans aller jusque peut-être débaptiser des rues? Puisque vous me questionnez au sujet de l'éventuelle réaction du CRIF, on se parle franchement, le CRIF est très préoccupé en ce moment par les innombrables actes antisémites qui se sont déroulés devant les yeux de tout le monde depuis le mois d'octobre 2000.
c'est-à-dire 10 528 actes qui ont été comptabilisés par le ministère de l'Intérieur depuis le mois d'octobre 2000 jusqu'à la fin de l'année 2017, auxquels nous ajoutons les 11 meurtres antisémites qui sont connus maintenant, qui n'ont pas, d'ailleurs, en ce qui concerne les actes, tant en ce qui concerne les actes que les crimes étaient faciles à reconnaître en leurs circonstances aggravantes. C'est, pour l'instant, permettez-moi de vous dire, notre préoccupation première, et c'est une préoccupation de tous les moments. C'est une chose difficile que de parler de ces sujets, surtout après le meurtre de Sarah Halimi et le meurtre de Mireille Knoll, le meurtre de Sarah Halimi le 4 avril de l'année 2017, et le meurtre, il y a quelques jours, de Mireille Knoll. Et dans quelles conditions, en plus, ces deux vieilles personnes, ces deux personnes âgées, ont été assassinées par leurs assassins respectifs. Je rappelle d'ailleurs ici que Sarah Halimi a été assassinée par un homme qui lui a fracassé le crâne avec un combiné de téléphone, puis l'a défenestré. Et je rappelle ici que Mireille Knoll a été assassinée de 11 coups de couteau par deux agresseurs qui ensuite ont voulu mettre le feu à son appartement et en sa personne. Donc c'est la préoccupation vraiment du moment. Ceci étant, pour vous répondre concernant Alain, moi je pense que je n'ai pas eu le temps de lire, on ne peut pas tout lire non plus, puis on ne peut pas être spécialiste de tout, qui plus est. Donc je n'ai pas lu l'essai de Michel Onfray, Solstice d'hiver, Alain, les Juifs, Hitler et l'occupation. J'ai entendu qu'il disait des choses importantes sur l'antisémitisme d'Alain, mais j'ai cru comprendre qu'il n'était pas le seul, comme l'a dit Annette Viviorca. Je rappelle ici, par exemple, que chez Fayard, en 1987, dans son ouvrage monumental Pétain, l'historien Marc Ferraud citait lui aussi déjà Alain. En la page 123, je cite « J'espère que l'Allemand vaincra, car il ne faut pas le genre de Gaulle ». Qu'il écrit De Gaulle l'emporte chez nous. Il est remarquable que la guerre revient à une guerre juive qui aura ses Judées Maccabées. Voilà. Et ses milliards. Donc il y a, et ainsi de suite, un certain nombre d'historiens et autres ont écrit sur l'antisémitisme d'Alain. Je ne pense pas que Michel Onfray redécouvre tout. N'empêche que il semblerait que l'essai de Michel Onfray soit intéressant. Pour en revenir à l'idée de débaptiser une rue, très franchement, je ne pense pas que ce soit la solution. Je ne pense pas que ce soit la solution parce que, en effet, si on débaptise toutes les rues, il n'y aura plus beaucoup de noms de rues en France, tant toutes sortes de gens ont été impliqués dans toutes sortes d'affaires, de polémiques, de controverses, de choses et d'autres, et puis je ne suis pas sûr que cela doive se faire vraiment. Par contre, ce qu'il faut faire, c'est privilégier les études, l'analyse critique de ce qu'a dit Alain et le mettre en perspective historique. Ça, c'est le travail des historiens et ou de commentateurs de s'interroger sur l'engagement d'Alain, sur ce qu'a pu dire Alain en les époques où il a vécu et ce qu'il disait non seulement des Juifs, mais du contexte de l'époque. Ça me semble beaucoup plus important pour ceux qui travaillent sur ces questions. Et dire les choses, c'est très bien. Mal les nommer, ce n'est pas bien. Il faut dire les choses. Il n'y a pas de raison de ne pas dire que ce qu'était Maurras et ce qu'était Alors on va revenir aussi ensuite à Maurras. Et pour terminer, en ce qui concerne Céline, il faut bien comprendre quel a été l'objet de la polémique. En décembre 2017, Gallimard, cette fameuse prestigieuse maison d'édition, dont Serge Klarsfeld avait rappelé au dîner du CRIF ce qu'avait fait le père, nous annonce la reprise d'une édition qui a été faite à la va-vite par un professeur de littérature française du nom de Régis Tatamanzi, qui est auteur d'une thèse sur les pamphlets céliniens publiée en 1999 par un petit éditeur français spécialisé dans les publications céliniennes. Sa réédition des pamphlets intitulée « Écrits polémiques » a été publié en 2012 par un autre petit éditeur célinophile, cette fois-ci québécois. Et ce qui fait dire à Taguieff et Durafour que dans leur livre monumental Céline, la race de juif, qui a été publié, je veux le rappeler ici, en février 2017 chez Fayard, que les auteurs Durafour et Taguieff avaient relevé nombre d'erreurs, d'approximation et surtout d'omission dans le recueil de Tatamanzi. Et il disait, je les cite à ce sujet, «
il reste un volume en parlant de l'ouvrage de Tata Monzi, il reste un volume de maniement commode pour céliniens inconditionnels, amateurs de curiosité paralittéraire et antisémites passionnés. C'est ce qu'il ne faut pas faire. Il aurait dû falloir constituer une équipe sérieuse, avec de nombreux historiens, que toutes les pages soient annotées et que l'on fasse comme ce qui a été fait globalement en Allemagne avec la réédition de Mein Kampf, et pas du travail à la va-vite, au final peut-être pour gagner de l'argent. Alors justement, c'est la question que je voulais vous poser, Annette Viviorca. À votre avis, pourquoi Gallimard fait cela? C'est pour gagner de l'argent, comme vient de le dire Marc Nobel? C'est pour faire du buzz? Quel est l'intérêt d'une maison d'édition aujourd'hui de ressortir ces lignes, voire, comme le rappelait Laurence Goldman tout à l'heure, de ressortir Mein Kampf? Écoutez, bon, d'abord, le statut de Mein Kampf et le statut des textes antisémites de Céline n'est pas le même. Moi, par exemple, j'ai dans ma bibliothèque depuis 20 ans, 30 ans, enfin je sais pas depuis combien de temps, l'édition de Mein Kampf, dont je me suis servi quand j'étais prof pour préparer mes cours. Mein Kampf, c'est un texte que je vais appeler politique, et toute personne qui veut comprendre un peu le nazisme se doit d'avoir lu Mein Kampf. Ce contre quoi un certain nombre d'entre nous ont protesté, ça a été sur le premier projet, parce que vous avez toujours un premier projet, et puis après les éditeurs modifient leur projet en fonction de l'opinion publique. L'édition allemande de Mein Kampf a été publiée par un institut historique et elle n'avait pas vocation à être une édition commerciale. Et elle a été faite parce que, d'après le droit de l'édition, Mein Kampf tombait dans le domaine public. La surprise, ça a été que cette édition, lestée d'un important appareil critique, a fait comme un best-seller. Ce que l'on disait dans la presse, qui a montré un enthousiasme pour l'édition de Mein Kampf, pratiquement tous les news ont fait leur couverture sur Mein Kampf, c'était de dire mais aujourd'hui il n'y a aucun danger d'antisémitisme, de renaissance d'antisémitisme, qu'est-ce que c'est que ça, on peut tranquillement publier Mein Kampf. Ce qu'on a vu en Allemagne, ce que l'on voit actuellement en Pologne, ce qu'on a vu en Hongrie, c'est que ce vieil, entre guillemets, antisémitisme n'est pas mort. C'est-à-dire que c'est pas un antisémitisme qui a été remplacé par un autre antisémitisme qui serait celui qui vient des milieux islamismes radicaux. C'est pas vrai. Toutes les formes d'antisémitisme sont toujours là. On a cru qu'elles avaient disparu, mais c'est un peu comme une rivière souterraine qui ressurgit. Et ce qui rend les choses difficiles, moi je ne suis pas d'un naturel censeur, je suis pour le débat, mais ce qui rend les choses difficiles aujourd'hui, c'est ce moment qu'on a bien du mal à saisir, qui est celui d'une appétence extrême pour ce genre d'écrit. Donc ce qui m'intéresse, ça serait de comprendre pourquoi aujourd'hui, en 2017-18, on a cette appétence dans un moment où les nationalismes renaissent, où les populismes de toutes sortes s'épanouissent, et où l'on sait très bien que les nationalismes et les populismes, pour utiliser une formule, c'est pas bon pour les juifs. Non. C'est généralement pas bon pour les juifs, on est d'accord, Annette Viviorca. Question de Laurence Goldman. Oui, Annette Viviorca, du point de vue strictement de l'historienne que vous êtes, est-ce que tous ces auteurs, tous ces écrits qui vont être donc republiés cette année ont le même intérêt historique et intellectuel pour mieux comprendre cette période noire des années de l'occupation en France? Il est évident qu'on ne peut pas comprendre l'arrivée de Pétain au pouvoir et de son entourage si on n'étudie pas ce qu'a été l'action française. Ça me paraît être une évidence. Il n'y a pas un prof d'histoire digne de ce nom qui ne prononce pas le nom de Maurras et qui n'explique pas ce qu'a été l'action française. Donc le problème, il est un peu double. C'est que d'un côté, on a des écrits qui n'ont pas qui ne sont pas indexés comme étant des écrits d'écrivains. Personne ne va prendre Hitler pour un écrivain. Non. Et de l'autre côté, c'est le cas de Rebattet, c'est le cas de Maurras, c'est le cas de Céline.
on estime que ce sont des écrivains et qu'ils comptent dans la littérature française. Donc moi je ne suis, si vous voulez, quand le Rebattet, quand Lafon a publié Les Décombres, j'ai trouvé ça bon, pourquoi pas. Il faut voir qu'il s'en est vendu beaucoup, hein. Je crois qu'il s'en est vendu 12 000 exemplaires, ce qui est énorme aujourd'hui, dans la situation actuelle de l'édition. Donc moi ce qui m'inquiète, c'est 1 plus 1 plus 1 plus 1. C'est la somme. Non, mais encore. J'ai pas envie de parodier le Seider en disant que 1, daillez-nous, hein, ça nous aurait suffi. Ouais. Mais c'est 1 plus 1 plus 1 plus 1. Et ça contribue donc, effectivement. Je crois qu'il faudrait peut-être essayer d'analyser ce qui intéresse aujourd'hui, au-delà des formules, on va lutter contre l'antisémitisme en montrant à quel point c'est ignoble, ça conduit... Aujourd'hui, c'est plus vrai, ça. On a eu cette illusion que c'était possible. Peut-être que ça a été possible dans les générations qui avaient vécu la guerre, ou qui étaient nées dans l'ombre portée de la guerre, ou qui avaient des grands-parents qui avaient été assassinés. Mais aujourd'hui, ça paraît très loin. Alors, certainement pour les jeunes. Donc, je ne vois pas l'intérêt pédagogique. Ce qui m'intéresserait, je vous dis, c'est d'essayer de faire une analyse globale de cet ensemble de textes, et pas un par un. Pas un par un. Alexandre, on aurait republié... Enfin, Brasillac, c'est aussi un peu spécial, hein, parce que Brasillac, c'est quand même la première page « Je suis partout », l'injonction à ne pas laisser les petits derrière. Enfin bon, il y a quelque chose de... Puis bon, il a été condamné quand même... à mort et exécuté à l'exécution. Donc je sais pas, il y a quelque chose que je trouve malsain dans tout ce mouvement. Alors Alexandre Vesperini, je vais vous faire réagir sur ce que vient de dire Annette Lévy-Villard. Sur un, on a compris que vous n'étiez pas d'accord. On va revenir après sur votre vœu. Je ne suis pas Annette Lévy-Villard. Vous les prenez des amitiés. Vous avez vu le lapsus, c'est parce qu'Annette devait venir tout à l'heure. Ça s'appelle le lapsus. On a toutes les deux et le même prénom. Exactement. Et vous êtes formidables toutes les deux, c'est pour ça, mais pas dans la même catégorie. Donc Alexandre Vesperini, sur ce que vient de dire Annette Vizurka, et sur effectivement ce qu'on appelle le vieil antisémitisme, qui n'est pas mort et qui rejoint ce qu'on appelle le nouvel antisémitisme. Oui, d'abord je voudrais juste rebondir rapidement sur Rebattet et par rapport à Céline. Céline, malheureusement, le vrai problème pour Céline, c'est qu'en fait c'est malheureusement des lignes qui sont très très faciles à lire, malheureusement. C'est-à-dire qu'il y a des appels au meurtre, comme disait Agnès Vivorca, mais il y a de manière générale des phrases arrêtées, finalement très accessible à n'importe qui. Moi je regardais pour préparer cette émission, je me baladais sur YouTube et je voyais le nombre d'émissions, par exemple radio, qui sont en fait sponsorisées par Alain Soral, qui sont consacrées à Céline, qui finalement est un auteur plutôt simple et accessible, malheureusement. Contrairement à Rebattet, qui, moi j'ai pas lu Les Décombres du tout, mais j'ai lu un peu les deux étendards. C'est quand même difficile. C'est quand même des livres qui, si vous n'avez pas de la patience, si vous n'êtes pas passionné de littérature, c'est des livres qui peuvent vous tomber des mains. Et c'est vrai que d'une certaine manière, je suis moins inquiet par Les Décombres de Rebattet que par les pamphlets de Céline. Mais ça, c'est parenthèse rapide. En revanche, maintenant sur le lien entre les deux antisémitismes, moi je crois que justement parce que les temps actuels que vivent les Français d'origine et de confession juive sont tellement difficiles, je crois que justement il ne peut pas y avoir une action modérée, une action dosée. C'est vrai qu'Agnès Vivorca disait une chose qui est très très juste, c'est-à-dire 1 plus 1 plus 1. Et c'est vrai que moi j'admets tout à fait que ma proposition puisse évidemment faire débat, susciter beaucoup d'émotions, notamment chez les gens qui ont fait beaucoup de philosophie, qui ont lu les très beaux ouvrages également d'Alain, notamment sur le bonheur. Je comprends tout à fait cela. Mais je crois qu'à un moment donné, il peut pas y avoir dans le domaine de la lutte contre l'antisémitisme, il peut pas y avoir de demi-mesure, il peut pas y avoir ah oui mais celui-là, faut pas oublier. C'est comme vous savez, c'est ce propos de Georges Clémenceau qui avait dit par rapport à la Révolution, moi je prends la Révolution d'un bloc et on peut pas prendre de la Révolution ce qu'on a envie de prendre, on peut pas prendre de la Révolution Condorcet mais rejeter complètement Danton. Et ce que je veux dire par là, c'est que moi je juge quand je vois. Attendez Annette. Je termine. Attendez Annette. Attendez, on laisse terminer. Je termine. Mais moi quand je vois Alain, je peux pas m'empêcher de penser. Baptiser une
peut pas m'empêcher de penser aux propos qu'il a tenus. Moi, je vais vous dire, parce qu'il y a des propos qui ont été cités d'Alain par Marc Nobel, mais il y a aussi, par exemple, d'autres propos auxquels je pense. Par exemple, Alain, dans son journal, qui encore une fois avait vocation à être publié, c'était pas du tout un écrit qui le concernait lui. Il a clairement dit qu'il fallait que 400 000 hommes nazis, 400 000 Allemands pour envahir la Grande-Bretagne, c'était peut-être une solution. Il a quand même appelé également, il disait dans son journal que le maréchal Pétain devait faire... Attendez, Annette, il faut pas que vous parliez en même temps. Je ne suis pas une femme politique, mais je pense qu'il faut aussi doser les choses et que entre Alain et Céline, il n'y a pas photo. C'est pas ce que j'ai dit, hein. Non, c'est parce que bon, quoi qu'il en soit, vous n'êtes pas d'accord les deux, ça, on l'a bien compris. Alors, on va marquer une toute petite respiration musicale et on va se retrouver juste après, toujours avec nos trois invités. Annette Vigier. Je suis obligée de partir à moins le quart. Hein. Très bien. Alors, Annette, vous savez quoi? On mettra la musique. Après, je préfère vous garder. Voilà. Alors, on va vous garder. On va passer au sujet suivant. On s'y tendra après. On va enchaîner. Oui, allez-y, Alexandre. C'est pas sûr. Juste un élément factuel. C'est pas un point de vue. Quand j'ai déposé ce vœu, qui d'ailleurs au départ posait absolument aucun problème, tout le monde était d'accord, l'exécutif, la ville de Paris, la maire, etc. Bon, peu importe. Quand j'ai déposé ce vœu, j'ai regardé le nombre de rues qui avaient été un peu débaptisées pour des questions historiques, pour des questions de rappel de vérité historique. Et il se trouve que dans le 20e arrondissement, il y avait une rue qui s'appelait la rue du général Westermann, qui était un général alsacien, général de l'armée républicaine, de l'armée révolutionnaire, qui avait été envoyé en Vendée, qui avait été qualifié de boucher de la Vendée. Hein, bon, donc vous voyez à peu près le genre d'état de service de cet officier. Et donc il avait une rue, puisque naturellement, la République à l'époque, probablement à la fin du 19e siècle, voulait rendre hommage à ce type de militaire. Très bien. Et cette rue a été débaptisée il y a quelques années parce que justement on avait estimé que cette vérité historique là devait être rappelée, quoi, voilà. Et donc d'ailleurs il y a toujours la plaque anciennement rue du général Westermann, mais elle a été rebaptisée parce que la République ne pouvait plus, en tout cas parce que la ville de Paris a estimé que on pouvait plus rendre hommage à quelqu'un qui probablement avait défendu la République mais qui en même temps au prix de massacres, au prix d'un certain nombre de massacres de civils, voilà. Et je crois que par conséquent je crois que ce débat doit avoir lieu. Il ne faut pas avoir peur de dire qu'il y a un certain nombre de rues qui peuvent parfois être revisitées. Voilà. Ça, je sais bien. Mais je dis que la comparaison d'Alain avec le général Westermann ne me semble guère pertinente. Je rappelle que ce sont des propos privés. Oui, qui ont été publiés et qui avaient vocation à l'être. Il y a débat et c'était le but de vous entendre tous les deux sur ce sujet. Alors l'autre sujet qui a fait polémique ces dernières semaines, Laurence Goldman, c'est Maurras. Oui, c'est l'affaire Maurras et qui a provoqué une polémique au sein même de la communauté des historiens. Il figurait sur la liste des dates à commémorer pour 2018, une liste qui a été émise par la ministre de la Culture Françoise Nyssen. À la fin du mois de janvier, Françoise Nyssen, sous la pression des associations antiracistes, elle décide de retirer le nom de Charles Maurras du livre des commémorations nationales de 2018. Et puis, coup de théâtre, 10 des 12 membres du Haut Comité des commémorations nationales annoncent leur démission et dénoncent la menace de la censure ou de l'autocensure. Parmi ces historiens de renom, il y a Pascal Horry et Jean-Noël Jeanneney, qu'on ne peut pas soupçonner de complaisance, je crois, vis-à-vis de l'extrême droite. Marc Nobel, qu'est-ce que vous répondez à leur argument qui est de dire commémorer, ce n'est pas célébrer, et puis il faut considérer avec lucidité les pages noires de notre histoire? Écoutez, déjà la première chose, c'est que moi je n'ai pas à commenter leur démission. C'est leur affaire, après tout, ils font ce qu'ils veulent, voilà, ils ont démissionné, bon, ton tact. Je crois que le débat avait été bien posé dans un article de Daniel Schneiderman, qui avait été publié dans Libération il y a quelques temps. Que nous disait-il? Il nous disait, à juste titre, que dans la notice officielle des commémorations 2018, concernant Maurras, il y avait un problème. Quel était le problème? Le mot antisémite n'apparaissait pas pour décrire le théoricien de l'extrême droite française. Que disait-il, Schneiderman? Tout juste y trouvait-on cette phrase contournée, je la cite, « Antidéfusard Maurras dénonce le syndicat de la trahison que symbolise l'anti-France, celle des 4 États confédérés, juifs, francs-maçons, protestants et métèques. » Bon, donc tout ça intervient après une très intense polémique autour de la publication, de l'éventuelle publication par les Gallimard des 3 pamphlets cruellement antisémites de Céline, qui ne sont pas agréables à lire.
Donc tout ça pose problème, pose question. En tout cas de la manière dont les choses ont été présentées. Est-ce qu'on doit éliminer Maurras de l'histoire de France? Non. Mais est-ce qu'on doit forcément le célébrer en tant que tel? Célébrer un type qui a été condamné par ailleurs à l'indignité nationale, à la libération? Est-ce qu'on doit oublier quelles ont été ses prises de position et comment il a entraîné des foules dans l'exécration, la haine du capitaine Alfred Dreyfus et par conséquent également des Juifs? Tout ça pose question. On a quand même le droit de poser des questions. Le jour où on ne pourra plus poser de questions, alors il sera possible de tout faire. On peut poser des questions sur tout d'ailleurs, également sur votre vœu de débaptiser les rues Alain. Je me rappelle que Lecran avait proposé lui aussi en son temps de débaptiser des noms d'écoles faisant référence au Code Noir. Bon, donc vous permettez, oui, ça va être à vous, Annette. La manière dont les choses se sont faites. Attendez, Annette, parce que comme vous entendez pas. Je suis vraiment désolé aussi. La première chose, c'est que il y a aussi quelque chose d'un peu tricky, diraient les Américains, de faire cette grande différence entre la célébration et la commémoration. Et il y a aussi quelque chose qui ne va pas entre dans l'argumentaire qui était celui de Pascal Horry et de Jeannet, on commémore bien les pages noires, mais il y a une différence entre commémorer des événements, la Saint-Barthélemy par exemple, et des personnes, ou le 16 juillet, et de commémorer les hommes qui ont un lien avec ces massacres. Je pense que si on commémorait la naissance ou la mort de Bousquet, on serait un peu gêné. Oui. Pareil pour le duc de Guise, pour la Saint-Barthélemy. Donc il y a aussi des nuances. Maintenant, la vraie question que je poserais, c'est comment sont choisies ces dates ? Comment sont rédigées les notices? Quel est le contrôle de ces notices? Et j'oserais cette chose très grossière de me demander si les 10 membres qui ont démissionné avaient lu attentivement la totalité des notices. Et la totalité de Maurras. Là, ce sont les bonnes questions. Mais bien sûr, c'est les bonnes questions. Là, ce sont les bonnes questions. 50 ans de la mort de Thorez, je peux vous dire que je n'ai pas eu de retour le travail s'est fait avec la personne en charge, le conservateur du patrimoine en charge de ces questions-là, et que je n'ai jamais eu la moindre remarque de la part d'aucun de ses membres. Donc je ne suis pas sûr que la part qu'ils ont pris à la rédaction des notices, au choix des gens qui rédigeaient les notices, ait été extrêmement méticuleuse. Mais voilà, Annette Dujurca, merci beaucoup. Je sais que vous devez partir, donc on tient le timing. Mais merci beaucoup de m'avoir donné cette occasion. Merci à vous de nous avoir aussi bien éclairés comme d'habitude sur toute cette période-là. Merci Annette Dujurca. On va continuer la discussion avec Marc Nobel et Alexandre Vesperini. Marc Nobel, je vous laisse terminer sur Maurras parce qu'on avait donné la parole, et puis vous ensuite, Alexandre Vesperini. Oui, les bonnes questions ont été posées par Annette Dujurca. On peut en effet se demander comment cette notice a été rédigée et si elle a été proposée à ses pairs, et notamment aux personnes qui ont par la suite donné leur démission d'une manière fracassante. Parce que cette définition pose problème. D'ailleurs, interrogé sur France Culture sur les raisons précisément de cette l'omission du terme de la qualification d'antisémite ou d'antisémitisme concernant Maurras, l'historien biographe Olivier Dard répond lui-même « je ne sais pas ». Donc ça veut tout dire en vérité. Tout ça nous donne l'impression d'avoir été fait à la va-vite, d'une manière inconsidérée, limite scandaleuse. Et il est vrai, comme le dit Annette Dujurca, qu'on peut s'interroger, est-il nécessaire de commémorer des hommes qui par ailleurs ont pris leur part de responsabilité dans les malheurs de leur temps, n'est-ce pas? Donc, et puis alors, si on commence comme ça, qu'est-ce qu'il en sera demain? Pourquoi pas Doriot pendant qu'on y est? Et pourquoi pas Déa puisqu'on y est? Et puis ainsi de suite, qui ont fait eux aussi partie de l'histoire de France. Je rappelle que Doriot, avant d'être le collaborateur qu'on a connu et le créateur et le chef du Parti populaire français,
français a été maire communiste de Saint-Denis. Donc pourquoi pas Déa était socialiste en son temps avant d'être un collabo. Et de créer le RNP. Ouais. Donc et pourquoi pas? Donc après il y aura plus de limites et les commémorations doivent être posées sérieusement. Et si l'on doit commémorer des événements, il n'est pas nécessaire forcément de commémorer des individus qui portent une responsabilité conséquente en les malheurs de notre histoire contemporaine. Alexandre Vesperini, je voudrais avoir votre avis de jeune élu, jeune homme politique, élu au Conseil de Paris. D'abord sur cette affaire Maurras, et puis après vous nous expliquerez ce qui s'est passé une fois que vous avez déposé votre vœu. Je crois qu'il a été rejeté, mais néanmoins il y a une réflexion qui a été annoncée par la maire Anne Hidalgo sur le sujet. Oui, qui a botté en touche. Voilà, en touche très courageusement. Parce que moi je comprends tout à fait la position d'Agnès Vivorca par exemple. Je comprends tout à fait qu'on dise non, on va pas rouvrir le dossier, finalement laissons Alain en paix. Bon, très bien. Moi je fais partie des gens qui sont des républicains intégraux. C'est vrai que j'assume une certaine forme de rigidité, mais parce que je trouve que les temps que nous vivons aujourd'hui nécessitent qu'il y ait de la part de la République une fermeté absolue. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je vais faire une petite transition par rapport à Maurras. Je souscris évidemment à tout ce qu'a dit Marc Nobel sur le sujet. Si j'ai cette position sur Alain, je peux pas avoir évidemment une position différente par rapport à la pseudo-commémoration, célébration, cette espèce d'amalgame entre commémoration et célébration. Dans ces cas-là, écoutez, sans aller jusqu'à Doriot Odea, moi demain je vais organiser une commémoration entre guillemets du maréchal Pétain qui avant 1940 a été un très bon ambassadeur de France à Madrid, était un grand militaire si j'ai bien compris pendant la Première Guerre mondiale, et on partira parce qu'en réalité c'est exactement le chemin que nous sommes en train de prendre. On n'ira pas jusqu'à célébrer Déa, mais enfin on pourra bientôt faire la part des choses et dire que quand même certaines personnalités ont eu un comportement ici et là. Et du coup on relancera des discussions qui ne doivent pas se tenir en réalité. Au prix d'une caution, d'une concession que nous faisons sur nos convictions démocratiques et sur notre passion du jeu et du débat et des polémiques. C'est vrai que chez Maurras, il y a des choses intéressantes, mais je ne vois absolument pas quelle est sa place, quelle est sa justification dans une liste d'auteurs à commémorer. J'ajoute une dernière chose sur Maurras, et après j'enchaînerai sur quelque chose qui me paraît plus important. Très franchement, je crois que la littérature française est riche de suffisamment d'auteurs pour que nous puissions faire l'impasse, malheureusement pour lui, sur l'œuvre poétique de Maurras. Moi, je suis pas d'origine provençale. Je sais qu'il y a un certain nombre de Provençaux qui adorent la poésie provençale de Charles Maurras, mais très franchement, je pense que si le prix à payer, c'est de le sortir de cette liste d'auteurs commémorés parce que son antisémitisme d'État, qui n'était pas forcément d'ailleurs le même antisémitisme d'extermination qui était celui de Céline, si le prix à payer c'est celui-là, il faut le payer. Enfin, j'ajoute juste une chose pour terminer, c'est l'attitude du ministère de la Culture. Parce que et c'est ça le plus grave, la ministre de la Culture dit, pour justifier le retrait de Maurras de la liste, dit on ne veut pas, je cite, sic dixit, il ne veut pas donner prise aux divisions au sein de la société. Mais c'est pas ça du tout l'argument qu'il fallait invoquer. Dans ces cas-là, on va pas commémorer mai 68 parce qu'on veut pas lancer les divisions entre les différentes franges politiques de notre pays. Non, c'est pas ça l'argument. L'argument, c'est tout simplement de dire la République tranche. Et il y a un certain nombre d'événements, il y a un certain nombre d'hommes, et un certain nombre de comportements qui ne peuvent pas être commémorés, sur lesquels on ne peut pas mettre le projecteur d'une manière ou d'une autre, tout simplement parce qu'il y a Internet, tout simplement parce qu'il y a des réseaux sociaux, tout simplement parce qu'aujourd'hui, les Juifs de France sont pourchassés jusque dans leur propre appartement, et par conséquent, il faut aujourd'hui attendre. Et Marc Nobel l'a dit, il y a des questions qui peuvent se poser. En attendant, il faut prendre des décisions fermes et les assumer. Et je regrette que le gouvernement, mais comme ses prédécesseurs d'ailleurs, soit un peu embêté de devoir dire les choses. Il faut dire les choses, il faut faire preuve de bon sens, comme disait le général. Alors, je pose une question aussi aux politiques que vous êtes, Alexandre Vesperini, puisqu'on a parlé pendant toute l'émission quasiment de ce qu'on appelle le vieil antisémitisme d'extrême droite. Il y en a un autre aujourd'hui, qui est l'antisémitisme islamisme. Et Marc Nobel l'a rappelé avec tous ces attentats et ces meurtres, dont le dernier celui de Mireille Knoll. Je pose la question volontairement de manière un peu provocatrice. Est-ce qu'il ne faudrait pas aussi s'occuper de celui-là plutôt que de s'occuper du vieil? Ou est-ce que les deux sont aussi dangereux? Je les provoque exprès. Mais vous avez tout à fait raison. Il est tout à fait vrai de dire que l'antisémitisme aujourd'hui dont souffrent le plus les Juifs, c'est évidemment cet antisémitisme d'origine islamiste, d'une manière générale, l'antisémitisme que nous voyons dans les cours de récréation. Mais il y a quand même un point commun entre ces deux formes d'antisémitisme. Ah oui, il y a un point commun que je retiens moi avant tout, si je devais retenir un seul, c'est la bêtise. Parce qu'en fait, le point commun de tout cela, c'est la bêtise. Et c'est la raison pour laquelle moi je ne comprends absolument pas pourquoi on continue de défendre Alain. Quand Alain dit « j'aime pas Bergson parce qu'il faut être juif pour écrire aussi mal », pardon, mais ça c'est de l'antisémitisme totalement, c'est le cœur du racisme et de la haine, c'est la bêtise. Bien. Donc il y a quand même ce point commun, et je crois que d'une manière générale,
j'ai envie de dire, qui peut le plus, peut le moins. Si la priorité, naturellement, de la lutte contre l'antisémitisme aujourd'hui, c'est évidemment la lutte contre contre la tolérance qu'on a, et la tolérance des politiques d'ailleurs, de beaucoup d'élus, de cette pusillanimité qu'on a eue pendant si longtemps à l'égard de cet islamisme rampant, mais ça, c'est la priorité. Mais si on peut faire ça, on peut bien aussi, quand même, corriger 2-3 choses sur notre travail de mémoire. Parce que je rappelle juste une chose, c'est que quand on commence à oublier, on finit par subir ce qu'on est en train de subir aujourd'hui. Laurence Goldman. Oui, Marc Nobel, il y a une convergence clairement entre ces deux formes d'extrémisme, l'extrémisme de droite, donc antisémite avec cette résurgence, donc on vient de l'expliquer, de tous ces écrits, des écrivains collaborationnistes, et ce qu'on appelle l'islamo-gauchisme. Ces deux courants, et vous en êtes un des spécialistes, sont extrêmement actifs et nocifs sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous faites le lien entre les deux ? Non, moi je ne fais pas de lien entre les deux. L'antisémitisme d'Alain et de Maurras et de Céline s'intègre dans leur temps, déjà, et s'exprime d'une manière brutale, à une époque où la brutalité était communément admise en ce qui concernait l'expression que l'on pouvait utiliser à l'égard des Juifs. Il y avait une loi en 1939 qui était la loi Marchandeau pour punir le racisme, considérer que le racisme et l'antisémitisme étaient une infraction, mais ça n'a pas beaucoup fonctionné. Et de toute manière, en 2018, nous sommes devant d'autres problématiques. C'est un autre temps, ce sont d'autres moments. Et ce qui me préoccupe beaucoup plus, c'est ce que les gamins peuvent lire, voir en vidéo de propagande de Daesh, par exemple. Ce sont certaines vidéos que l'on peut voir de pseudo-comiques, c'est les allusions qui sont faites par les Juifs sur Internet de sites que nous connaissons mais qui sont hébergés dans des pays étrangers comme les États-Unis ou la Russie. C'est l'antisémitisme qui se développe sur les réseaux sociaux sans que les hébergeurs souvent n'agissent, même lorsqu'ils sont informés par des signalements que des choses intolérables sont publiées et qu'ils sont tenus promptement de les retirer, ce qu'ils ne font pas toujours. Cela m'inquiète beaucoup. Et ce sont les expressions de haine qui se développent à certains moments. Je pense au mois de juillet 2014 à Paris, où, au nom d'un conflit qui a lieu à 4000 km de là, un certain nombre d'individus se croient autorisés de faire leur intifada en plein Paris. C'est ça qui me préoccupe. Je vais vous dire, Alain, ça me préoccupe bien sûr, mais la réalité, elle est là. C'est qu'aujourd'hui, des vieilles femmes ne sont pas en sécurité et que des parents ont dû enlever leurs enfants d'école de la République parce que leurs enfants étaient injuriés, traités de sales juifs dans les périmètres même de ces écoles laïques et républicaines. C'est cela qui me préoccupe. C'est ce déversement de haine lorsqu'il y a un conflit israélo-palestinien. C'est la reprise des préjugés lorsqu'on parle de la relation qui existerait, nous disent-ils, ces gens-là, entre les juifs et l'argent. C'est cela qui me préoccupe. C'est le silence des pouvoirs publics pendant un certain nombre d'années. Il a fallu attendre longtemps pour que les pouvoirs publics réagissent. Il a fallu au moins attendre réellement une déclaration de Jacques Chirac à l'Élysée lors du 67e anniversaire du CRIF pour que l'antisémitisme soit fermement condamné, ce qu'il ne l'avait pas été en ce qui concernait les actes du mois d'octobre 2000 à l'année 2003, où on considérait que c'était des actes de violence ordinaire. Et ce que l'on doit faire en France, c'est considérer que l'antisémitisme n'est pas simplement une menace pour les Juifs, c'est une menace pour la République. L'antisémitisme, comme le racisme, menace, comme les discriminations, comme l'homophobie, comme le sexisme, menace les valeurs de la République. Ce ne sont pas seulement aux Juifs de s'intéresser à l'antisémitisme, ce ne sont pas simplement aux Noirs de s'intéresser aux insultes dont ils sont les victimes ou aux femmes. C'est à tout le monde de le faire, car la République ne proclame pas que l'on doit être divisé. La République protège tous ses enfants, quelle que soit la couleur de peau, la religion ou le genre de chacun d'entre eux.
Mais on va conclure là-dessus. Merci beaucoup Marc Nobel d'avoir été avec nous. Merci et je renvoie aux dernières études du CRIF qu'on peut trouver, j'imagine, sur le site du CRIF, avec notamment Pierre-André Taguieff, Alexandre Vesperini, conseiller de Paris. Merci beaucoup d'être venu. Merci également à Annette Viorca qui était avec nous une grande partie de l'émission. Merci à Laurence Goldman qui a préparé merveilleusement bien toute cette émission. On vous retrouve dans quelques instants absolument dans le 12-13 de Paul-Henriette Lévy. Quant à moi, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée, évidemment de très bonnes fêtes pour terminer. Yom Tov demain, donc pas d'antenne. Je vous retrouverai quant à moi lundi pour des matinales tout à fait exceptionnelles. Notre invité sera l'un des plus grands cinéastes, réalisateurs actuels, un génie, un mythe. C'est Costa Gavras qui sera avec nous lundi de 11h à 12h. On parlera évidemment de ses mémoires, plus de 500 pages où il raconte toutes les grandes rencontres, tous les grands films qu'il a réalisés. Ce sera en direct lundi de 11h à midi, un événement RCJ. Costa Gavras dans les matinales. Bonne fin de journée. Dans quelques instants, l'info avec Paul-Henriette Lévy. RCJ. Du nouveau dans les airs. XL Airways propose des vols pour Tel Aviv à partir de 221 € aller-retour. Oui, 221 € l'aller-retour entre Paris et Tel Aviv. Et en plus, avec XL Airways, le bagage et le repas cachère sont compris. Réservez vite en agence de voyage, par téléphone ou sur xl.com. Tarif sous